Frank Hughes nettoyait les bureaux de Reynolds Autotech depuis 5 longues années, se déplaçant tel un fantôme, complètement invisible, à l'exception du seau à serpillière qu'il poussait et des ombres nocturnes qui s'étendaient sur le garage. Pourtant, malgré ces années de silence et d'invisibilité, tout bascula le jour où un prototype de moteur à $1 million déconcerta tous les ingénieurs du bâtiment. Lorsque Chase Reynolds, le propriétaire, annonça une récompense de $10 000 pour quiconque réparerait le mystérieux moteur, le garage tout entier éclata de rire en voyant le vieux concierge noir oser parler. C'est à ce moment-là que Frank décida de ne plus rester dans l'ombre, de ne plus être invisible. Il ne voulait pas d'argent. Ce qu'il désirait vraiment, c'était passer un jour dans leur laboratoire secret de RD, un seul jour pour prouver ce qu'il lui avait volé 15 ans plus tôt. Chase Reynolds crut à un bluff lorsqu'il accepta le défi de Frank. Il ignorait qu'en agissant ainsi, il remettait les clés de l'empire de son père à celui-là même qu'ils avaient détruit, piégé, puis oublié. Ce qui a suivi allait révéler la conspiration d'entreprise la plus meurtrière de l'histoire du monde automobile, prouvant que parfois, la personne la mieux placée pour nettoyer un désordre est celle qui a observé en silence tous les corps cachés enfouis sous la surface. Le sifflement rythmique de la serpillière de Frank sur le sol en béton poli était régulier, inaperçu chez Reynolds Autotech. Des années d'expérience lui avaient appris à se faufiler dans le garage comme une ombre, nettoyant sans interruption, observant sans être vu. Mais aujourd'hui, le bourdonnement habituel des outils électriques et des plaisanteries des mécaniciens a fait place à une frustration pesante, aussi palpable qu'une goutte d'huile moteur renversée. Une foule de mécaniciens s'est massée autour du poste numéro 3, où une élégante berline de luxe noire était garée, le capot ouvert, tel un patient en attente d'une intervention chirurgicale urgente. La voiture brillait sous les néons, ses courbes élancées et ses angles prononcés reflétaient la richesse et la précision de l'ingénierie. Pourtant, quelque chose clochait. « Je vous le dis, je n'ai jamais rien vu de tel », murmura Steve Mitchell, le mécanicien en chef de l'atelier, en s'essuyant le front mouillé de sueur et de graisse. Le diagnostic ne montre rien. Tout semble correct, mais cette fichue voiture refuse de fonctionner correctement. C'est peut-être le système d'injection, a suggéré Tommy Parker, un jeune mécanicien qui travaillait à l'atelier depuis seulement 6 mois. Ça pourrait être les injecteurs bouchés. Steve secoua la tête. Déjà vérifié. Tout est impeccable, tout comme le reste du moteur. Frank, toujours en train de passer la serpillière à proximité, s'approcha pour écouter. Son oreille exercée captait chaque mot frustré et chaque soupir lourd. Ce moteur ne ressemblait à rien de ce qu'il avait déjà vu. C'était un prototype V12 personnalisé ou une merveille d'ingénierie valant plus que la plupart des maisons. Soudain, les portes automatiques du garage s'ouvrirent en sifflant. Chase Reynolds fit irruption, ses chaussures en cuir italien claquant violemment sur le sol avec la précision d'un officier. À 35 ans, Chase avait hérité de la mâchoire carrée et du regard bleu-froid de son père, ainsi que de l'entreprise familiale, mais la patience n'était pas sa qualité. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Chase résonna dans le garage comme un coup de fouet. « Jameson Automotive me harcèle à propos de ce prototype, et vous restez planté là comme si c'était une démonstration. » Les mécaniciens se redressèrent instantanément, comme des soldats au garde à vous. Steve s'avança, essayant de garder son calme. « Monsieur Reynolds, on a travaillé dessus toute la matinée. Le moteur est complexe. » « Complexe » l'interrompit Chase, le visage crispé d'impatience. « C'est pour ça que je te paie, gérer ce qui est complexe. Ce n'est pas une Honda Civic de gamin avec une bougie défectueuse. C'est un prototype à $1 million, et il doit être parfaitement opérationnel d'ici vendredi. » Carmen Diaz, la seule femme ingénieure de l'atelier, s'éclaircit la gorge. Brillante et forte de 2 diplômes du MIT, elle avait la réputation de résoudre des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre. En fait, monsieur Reynolds, je pense que le système de microvalve est peut-être mal aligné. Si on regarde. Chase se tourna vers elle avec un sourire condescendant. Une théorie ? C'est mignon, Carmen. Contente-toi de ce que tu connais le mieux, la paperasse et les livraisons de café. Laisse les vrais mécaniciens s'en occuper. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les joues de Carmen s'empourprèrent, mais elle tint bon, ses yeux sombres étincelant d'une colère contenue. Frank remarqua que ses poings se serraient à ses côtés. Pour impressionner Chase, devant Washington intervint. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Reynolds. Je m'en occupe. Donnez-moi encore 1 heure et je la ferai ronronner comme un chaton. » Chase hocha la tête d'un air approbateur. « C'est ce que j'aime entendre. » De l'initiative,
pas des théories ni des suppositions. Devon bomba le torse et plongea sous le capot, tandis que Chase faisait les 100 pas, vérifiant sa Rolex toutes les 2 ou 3 minutes. Frank rapprocha son seau de nettoyage, se positionnant de manière à pouvoir voir le compartiment moteur. Son regard scruta l'agencement complexe des composants, notant la disposition inhabituelle du système de refroidissement, l'emplacement des capteurs et le cheminement des câbles. Quelque chose tira sur sa mémoire faible mais familier. Une heure passa, puis une autre. La confiance de Devon s'effaça lentement comme un pneu qui perd de l'air. La sueur ruisselait de son front sur le bloc moteur immaculé tandis qu'il essayait tout ce qu'il savait et quelques trucs qu'il ignorait. Alors, demanda Chase, sa patience finissant par céder. Devon émergea de sous le capot, vaincu. Je ne sais pas, patron. C'est comme si le moteur se battait contre lui-même. Tout semble parfait, mais il refuse de coopérer. La tension dans le garage redoubla d'intensité. La mâchoire de Chase se serra silencieusement, une veine palpitant sur sa tempe. Frank avait déjà vu ce regard, quelqu'un allait se faire virer. Vérifiez la bobine de rotation auxiliaire, dit Frank doucement, presque pour lui-même. Les mots tombèrent dans le silence comme une pierre jetée dans une eau calme. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Frank se tenait là, serpillière à la main, un concierge noir de 62 ans en bleu de travail délavé, parlant soudain avec autorité de l'ingénierie automobile de pointe. Des rires éclatèrent, d'abord par le petit rire nerveux de Devon, puis se répandirent comme une traînée de poudre dans le groupe. Le concierge vient-il d'essayer de nous expliquer comment réparer un moteur? Devon haleta entre deux rires. Le rire de Chase était différent, froid, sec et dangereux. Tiens. On dirait que tout le monde est expert aujourd'hui. Il s'avança vers Frank, se tenant près de lui, mal à l'aise. Je vais te dire, Frank. Puisque tu sembles connaître en moteur, pourquoi ne pas tenter ta chance? Frank soutint son regard sans sourciller. Je faisais juste une observation, monsieur Reynolds. Non. J'insiste. Le sourire de Chase devint prédateur. En fait, rendons les choses plus intéressantes. 10 000 $, c'est impossible de réparer ce moteur. Qu'en dis-tu, concierge? Tu veux gagner de l'argent? Les rires s'éteignirent. Ce n'était plus une blague. C'était cruel. Frank posa soigneusement sa serpillière. Étant donné que je n'ai pas besoin de votre argent, monsieur Reynolds. Oh. Trop riche pour toi. Non, monsieur. Mais si je répare ce moteur, je veux autre chose. Chase haussa un sourcil. Et c'est quoi ça? Une journée entière dans votre laboratoire de R&D. C'est tout. La demande prit Chase au dépourvu. Il recula d'un pas. Les autres mécaniciens échangèrent des regards perplexes. Pourquoi un concierge voudrait-il accéder au laboratoire de R&D? Carmen observait Frank avec un intérêt renouvelé, remarquant la confiance tranquille dans sa posture et la façon dont ses yeux avaient scanné le moteur comme un maître cataloguant chaque détail en un seul coup d'œil. Tu es sérieux? Demanda Chase, plus une affirmation qu'une question. Oui, monsieur. 48 heures pour réparer le moteur. Si je réussis, une journée de labo. Si j'échoue, 6 mois d'heures supplémentaires. Pas de majoration de salaire. Chase plissa les yeux, calculateur. L'humiliation à elle seule valait le coup. Si Frank échouait et il échouerait, ce serait une leçon parfaite pour le personnel. Marché conclu, dit Chase en lui tendant la main. Mais déplaçons-nous au poste numéro 6. Je ne veux pas que tu perturbes le travail. Frank lui serra fermement la main, ses paumes calleuses touchant sa peau froide. La B6 ira bien. Alors que la locomotive était transportée dans un coin oublié du garage, Carmen s'attarda. Pourquoi fais-tu ça? Demanda-t-elle doucement. Frank reprit sa serpillière. Parfois, la meilleure façon de nettoyer un désordre, c'est de comprendre comment il s'est produit. Elle le regarda s'éloigner, poussant son seau avec la détermination tranquille d'un homme indifférent à la tâche impossible qu'il venait d'accepter. Les autres mécaniciens pariaient déjà sur la rapidité avec laquelle il renoncerait. Frank atteignit le poste 6 et fit lentement tourner le moteur, tel un sculpteur étudiant un bloc de marbre. Il caressa les surfaces métalliques, cherchant des imperfections invisibles à l'œil nu. Finalement, il referma délicatement le capot et sortit un vieux carnet de notes de sa salopette. Ce n'est pas qu'un moteur, murmura-t-il en ouvrant une nouvelle page. Son crayon s'anima,
dessinant des schémas et écrivant des équations dignes d'un laboratoire d'ingénierie aérospatiale. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitres sales, projetant de longues ombres sur le sol du poste de pilotage numéro 6. Frank travaillait en silence, prenant des notes, parfois assis en arrière, fixant le capot fermé comme s'il cherchait à voir à travers du métal. À l'heure de fermeture, la plupart des mécaniciens avaient déjà oublié le pari, absorbés par leur travail habituel. Mais Carmen n'avait pas cessé d'observer. Elle trouvait des prétextes pour passer devant le poste 6 à plusieurs reprises, suivant Frank du coin de l'œil. Contrairement aux autres, il ne semblait jamais frustré ni dépassé par le travail. Au contraire, une nostalgie sourde se lisait dans son expression. Alors que le dernier mécanicien pointait pour la journée, Frank ouvrit enfin le capot de la voiture. Il se pencha, huma profondément l'odeur familière d'huile et de métal, et sourit à un sourire discret et entendu qui évoquait des souvenirs que lui seul pouvait comprendre. « Bonjour, mon vieil ami », murmura-t-il doucement au moteur. « Ça fait un bail, n'est-ce pas ?» Le lendemain matin, un épais brouillard se leva, transformant les lampadaires en boules lumineuses semblables à des boules de coton flottant dans l'air. Frank était déjà à la station-service 6 avant l'arrivée des premiers mécaniciens, son carnet ouvert à côté de lui. Ses pages regorgeaient de diagrammes complexes et de calculs complexes de ceux qui impressionneraient même le professeur d'ingénierie le plus exigeant. Il travaillait avec une précision méthodique, documentant soigneusement chaque mesure, chaque connexion et chaque anomalie. Ses mains se déplaçaient avec la grâce naturelle de quelqu'un ayant déjà effectué ce travail des milliers de fois. Les autres mécaniciens essayaient de faire semblant de ne pas regarder, mais Carmen remarqua leurs subtiles excuses pour passer devant le poste 6 plus souvent que d'habitude. Tandis que Frank traçait un schéma de câblage particulièrement complexe, les lumières fluorescentes crues au-dessus de lui vacillaient et se déformaient, comme si elles se fondaient dans un souvenir. Il y a 15 ans, les bureaux de Nexus Engineering brillaient d'une promesse vibrante d'innovation. Frank Hughes, alors à la fin de la quarantaine, se tenait avec assurance devant un mur couvert de plans. Son équipe était rassemblée autour de lui, tels des disciples écoutant un prophète. Son costume était impeccable, sa confiance inébranlable. « C'est ça », leur dit-il en désignant le moteur révolutionnaire étalé sur la table à dessin. « Ce moteur va tout changer, 40% plus efficace, 60% moins polluant, et il durera 10 ans de plus que tout ce qui existe sur le marché. » Son équipe acquiesça avec enthousiasme, convaincue de la valeur de Frank et de sa vision. Il était l'étoile montante de l'ingénierie automobile, l'homme qui voyait des solutions élégantes là où d'autres ne trouvaient que des problèmes. Puis le souvenir s'estompa aussi soudainement qu'il était apparu, laissant Frank face à un moteur similaire, mais à une époque bien différente, vêtu d'une tenue bien différente. « Tes calculs étaient proches », murmura-t-il en ajustant un outil que Carmen avait laissé sur l'établi. « Il me fallait juste le bon déphasage. » Carmen, qui faisait semblant de travailler sur l'inventaire à proximité, leva brusquement les yeux. « Que as-tu dit ?» Frank lui jeta un bref coup d'œil, puis reporta son attention sur le moteur. « La théorie des microvalves. Tu étais sur la bonne voie hier. Le déphasage du mécanisme de distribution est d'environ 3 degrés. Facile à rater si on ne sait pas quoi chercher. » Elle abandonna son prétexte d'inventaire et s'approcha. « Comment peux-tu savoir ça ? » « Heureusement que j'ai eu de la chance, » répondit Frank, mais ses yeux ne rencontrèrent pas les siens. Carmen l'observait maintenant de plus près, la façon dont il tenait les outils avec une assurance naturelle, la précision de ses mouvements et le vocabulaire technique qu'il glissait dans ses pensées murmurées quand il croyait que personne ne l'écoutait. Ce n'était pas le comportement d'un homme qui avait passé sa vie à passer la serpillière. Plus tard dans l'après-midi, tandis que Frank était absorbé par son travail, Carmen fut attirée par son carnet ouvert, laissé négligemment sur l'établi. Les pages étaient remplies de schémas magnifiquement dessinés, d'équations complexes et de notes détaillées écrites à l'encre de plusieurs couleurs. Grâce à sa formation d'ingénieur, elle reconnut immédiatement la sophistication du travail, mais c'est une petite note dans la marge qui fit battre son cœur, concept original 2006. Brevet en instance. Elle feuilleta les pages, découvrant d'autres dates et références à des brevets et des prototypes. Puis elle vit un schéma remarquablement similaire au prototype V12 que Frank était en train de reconstruire, mais datant de 16 ans, bien avant que Reynolds Autotech ne dépose ses brevets de conception révolutionnaire. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» Carmen sursauta, surprise. Frank se tenait derrière elle, une clé dynamométrique à la main, l'air indéchiffrable. « Je suis désolé, je ne voulais pas vous effrayer. »« C'est bon, dit-elle doucement.
Il prit le carnet avec précaution et le referma avec précaution. La curiosité est une qualité chez un ingénieur. Tu n'es pas qu'un simple concierge, n'est-ce pas? Le sourire de Franck était teinté de tristesse. Je le suis maintenant. Avant que Carmen ne puisse insister davantage, Devon s'approcha d'un pas nonchalant avec un sourire narquois. Comment se passe l'ingénierie vaudou, Franck? Tu communies déjà avec l'esprit d'Henry Ford? Quelque chose comme ça, répondit Franck d'un ton égal, retournant à son travail. Devon rit et s'éloigna, mais Carmen s'attarda, sa curiosité grandissant. Ce soir-là, après le départ de tous, elle resta sur place, fouillant dans les archives numériques de l'entreprise. Elle passa au crible les historiques de brevets, les documents de conception et les dossiers de l'entreprise, à la recherche d'un lien entre Franck et les mystérieux moteurs. Ce qu'elle découvrit lui fit froid dans le dos. Nexus Engineering avait été racheté par Reynolds Corporation en 2008. L'ingénieur principal était Franklin Hughes. Une série de brevets révolutionnaires avait été déposés, puis mystérieusement retirés. Un scandale d'espionnage industriel présumé avait éclaté. Le nom de Franck avait été traîné dans la boue, sa réputation détruite. Et le comité d'acquisition était supervisé par Charles Reynolds, le père de Chase Reynolds. « Tu travailles tard » dit Carmen en se retournant sur sa chaise. Franck se tenait dans l'embrasure de la porte, sa salopette remplacée par des vêtements de ville simple. « Je pourrais dire la même chose de toi » répondit-elle rapidement en minimisant les fenêtres sur l'écran de son ordinateur. Franck entra, scrutant les écrans du regard avant qu'elle ne puisse cacher quoi que ce soit. « Ah, tu as trouvé. »« Trouvé quoi » demanda-t-elle. « La vérité, ou du moins une partie. » Il s'affala lourdement sur une chaise à proximité. Charles Reynolds était un brillant homme d'affaires. Il savait repérer les talents, les acquérir et éliminer les menaces. « C'est toi qui as conçu ce moteur, n'est-ce pas? Le prototype original ?» Franck hocha lentement la tête. « Pas seulement celui-là. Toute une série. On allait révolutionner le secteur au propre, efficace, abordable. Mais Charles avait d'autres idées. Il voulait les designs, pas le designer. Surtout pas un designer noir qui risquait d'être trop reconnu, trop puissant. Alors ils m'ont piégé. Sabotage, expliqua-t-il avec amertume. Il disait que je vendais des secrets à des concurrents. Ma propre équipe a témoigné contre moi ou menacé, soudoyé, qui sait? Le temps que la situation retombe, j'étais au chômage. Ma femme était malade et nous étions en train de perdre notre maison. Carmen avait mal au ventre. Et maintenant tu travailles pour eux, tu nettoies leur sol, murmura-t-elle. La vie a son lot d'ironie, dit Franck avec un sourire amer. Mais parfois, la patience est récompensée. Parfois, la chose même qu'ils ont volée revient les hanter. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans son bureau en attique, Chase Reynolds était au téléphone, arpentant les rues comme un animal en cage. Peu importe le prix, siffla-t-il dans le combiné. Je veux tout savoir sur Franck Hughes, son historique professionnel, son casier judiciaire, ses contraventions, tout. Il y a quelque chose qui cloche chez lui, et je veux savoir ce que c'est. Il raccrocha et contempla les lumières de la ville, le malaise le long de l'échine. La façon dont Franck avait regardé ce moteur, l'assurance dans sa voix lorsqu'il avait demandé l'accès au laboratoire, tout cela réveilla un souvenir d'enfance. Son père, agité, parlait d'un ingénieur qui refusait de rester enterré. De retour à l'atelier, Carmen prit une décision. Elle sortit une clé USB du tiroir de son bureau et commença à copier des fichiers, documents de brevets, spécifications de conception, communications d'entreprise concernant l'acquisition de Nexus. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle travaillait. « Tu n'es pas obligé de faire ça » dit doucement Franck. « Oui, je le sais. Ce qu'ils t'ont fait était mal. Ce qu'ils continuent de faire est mal. » Elle lui tendit la clé USB. « Ça pourrait t'aider, mais si je me fais prendre, je ne t'ai jamais connu. » Franck empocha la clé, la gratitude adoucissant son visage buriné. « Merci. Mais attention. La famille Reynolds ne pardonne pas facilement. »« Moi non plus » répondit fermement Carmen. Le lendemain matin, Franck arriva et trouva son établi dérangé. Les outils étaient légèrement déplacés, les pages du carnet étaient en désordre. Quelqu'un avait fouiné. Il sourit d'un air sombre et retourna à son travail, déterminé à conserver précieusement ses notes les plus importantes. À midi, Franck avait fait des progrès significatifs.
Le moteur commençait à révéler ses secrets, confirmant ses soupçons. Il ne s'agissait pas d'une simple copie de son modèle original, mais d'une version corrompue, délibérément modifiée pour présenter des défaillances spécifiques, créant ainsi une dépendance envers Reynolds Autotech pour les réparations et les remplacements. « Tu as compris, concierge ?» La voix de Chase résonna brusquement dans le garage. Frank ne leva pas les yeux. « J'y arrive, monsieur Reynolds. Ces choses-là prennent du temps. Le temps, c'est de l'argent, Frank. Mon argent. Ne le gaspille pas. » Après le départ de Chase, Carmen s'approcha doucement. « Il est nerveux. Je ne l'ai jamais vu surveiller un projet autant. Il devrait l'être, » murmura Frank. Puis, plus fort, il cria, « Pourriez-vous me passer ce phasmètre ?» Alors qu'elle lui tendait l'outil, leurs regards se croisèrent. À cet instant, Carmen ne vit pas un concierge, mais un ingénieur, un enseignant, un homme qui avait tout perdu et qui avait enfin la chance de se réapproprier une partie de son bien. « Tu ne cherches pas vraiment à accéder au laboratoire, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Le sourire de Frank était énigmatique. « Le labo n'est qu'une porte, Carmen. C'est ce qu'il y a derrière qui compte. » L'après-midi s'écoula. Devon lança encore quelques plaisanteries, mais elles tombèrent à plat. Les autres mécaniciens avaient commencé à remarquer la transformation de l'espace de travail de Frank, l'équipement de diagnostic professionnel qu'il avait acquis, les calculs sophistiqués griffonnés sur son tableau blanc, et sa façon de parler au moteur comme un médecin consultant impatient. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le garage de nuances orange et or, Frank prit une note dans son carnet et s'assit avec un soupir de satisfaction. « Encore un jour, se dit-il. Encore un jour et nous leur montrerons à quoi ressemble la vérité. » De l'autre côté du garage, Carmen observait Frank ranger soigneusement ses outils, les traitant tous avec respect. Elle repensa à la clé USB, aux documents qu'elle avait trouvés, à l'ampleur de l'injustice commise, et elle prit une décision qui allait tout changer. « Frank, lança-t-elle alors qu'il partait. Quoi que tu prévois, quel que soit le but de tout ça, compte sur moi. » Il s'arrêta devant la porte, sa silhouette se découpant dans la lumière déclinante. « Tu es sûr ? Cette route ne mène pas à des endroits agréables. » « Le silence non plus, répondit-elle. Frank hocha la tête, signe d'acceptation et de respect. « Alors, à demain, ingénieur. » Alors qu'il sortait dans le crépuscule, Frank ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 15 ans, l'espoir. Pas seulement d'une justification, mais d'une justice. Le moteur du compartiment 6 n'était pas qu'une machine. C'était une preuve. Une preuve irréfutable, faite d'acier et de fil de fer. Demain, il terminerait ce qu'il avait commencé. Demain, la vérité commencerait son voyage vers la lumière. Mais ce soir, il rentrerait dans son petit appartement, se réchaufferait un dîner simple et planifierait la démolition minutieuse d'un empire bâti sur le mensonge. Le fantôme de son passé rattrapait enfin le présent, et Frank Hugh était prêt à les présenter correctement. L'air matinal était lourd et annonçait la pluie lorsque Frank arriva chez Reynolds Autotech pour le 3e jour de son défi. Il avait passé la majeure partie de la nuit à étudier les documents que Carmen lui avait remis, confirmant ses pires soupçons. Mais ce n'est qu'après avoir retiré le module de commande principal du prototype V12 qu'il a compris toute l'ampleur de la supercherie. Sous une couche de composants légitimes se cachait quelque chose qui le glaçait, une pièce volontairement défectueuse, conçue pour simuler une panne après exactement 96 000 km. La précision du sabotage était presque admirable, si elle n'était pas aussi moralement répugnante. « Qu'est-ce que c'est ?» La voix de Carmen le surprit. Arrivée tôt, elle n'arrivait pas à dormir après ce qu'elle avait découvert dans les archives de l'entreprise. Frank brandit le composant, une petite boîte noire pas plus grande qu'un jeu de cartes. C'est un vol, une fraude, peut-être même un homicide involontaire, selon le nombre de ces objets en circulation. Carmen se pencha plus près, sa formation d'ingénieur prenant le dessus. C'est conçu pour échouer. Pire encore, a déclaré Frank. Il est conçu pour tomber en panne d'une manière qui ressemble à une usure normale, mais qui peut être catastrophique. Cela annulera la garantie, obligera les clients à payer des réparations ou des remplacements coûteux, et si la panne survient à grande vitesse, des personnes pourraient mourir. Le visage de Carmen pâlit. Exactement. Et regardez ça. Frank a pointé du doigt de minuscules marquages sur le composant. Ces numéros de série renvoient à un fabricant qui n'existe pas officiellement. Je parierais toutes mes économies au ce qu'il en reste qu'il s'agit d'une société écran appartenant à Reynolds.
Carmen sortit son téléphone, puis s'interrompit. On ne peut le dire à personne. Pas encore. Si Chase l'apprend, on sait qu'il détruira les preuves et accusera quelqu'un d'autre. Tu apprends, dit Frank d'un ton approbateur. D'après mon expérience avec la famille Reynolds, la dissimulation est toujours prête avant que le crime ne soit commis. Ils ont travaillé dans un silence tendu pendant l'heure qui a suivi, documentant tout avec l'appareil photo du téléphone de Carmen. Le composant illégal ne se trouvait pas uniquement dans le prototype V12. L'œil averti de Frank a reconnu des éléments de design présents dans toute la flotte de luxe que Reynolds vendait depuis 3 ans. Il doit y en avoir des milliers sur la route, murmura Carmen. Des dizaines de milliers, corrigea Frank. Et ce sont des bombes à retardement. Leur conversation fut interrompue par un bruit de pas traînant. Monsieur Lindell, le client âgé qui passait la plupart de ses journées dans la salle d'attente, était entré dans le garage. Ses cheveux blancs étaient légèrement ébouriffés et son cardigan avait connu des jours meilleurs, mais son regard était vif et perçant. Ce moteur est plus qu'il n'y paraît, hein, dit-il, sa voix empreinte d'amusement. Frank et Carmen échangèrent des regards. Monsieur, vous ne devriez pas être ici, dit doucement Carmen. Ce n'est pas sûr. Oh, j'ai déjà été dans des endroits plus dangereux que ce garage, répondit Monsieur Lindell en s'approchant pour examiner le moteur exposé. Conception intéressante. Ça me rappelle une œuvre que j'ai vue il y a une quinzaine d'années. Un truc révolutionnaire. Qu'est-il arrivé à ce jeune ingénieur? Comment s'appelait-il? Hugues. La main de Frank s'immobilisa sur ses outils. Vous avez une bonne mémoire, Monsieur Lindell. Quand on a investi autant d'argent que moi dans l'innovation automobile, on a tendance à se souvenir de ceux qui ont échappé à la justice. Les yeux de Lindell pétillèrent. Ou plutôt, ceux qui ont été volés. Avant que Frank ne puisse répondre, Devon fit irruption dans la baie, le visage rouge de colère. Mais qu'est-ce que vous foutez tous les deux? Je vous ai vu prendre des photos. Vous essayez de... Il s'arrêta net en voyant le composant dans la main de Frank. Qu'est-ce que c'est? Rien qui te concerne, dit rapidement Carmen. C'est n'importe quoi. Je sais. J'en ai installé des dizaines, la voix de Devon se fit plus basse. Ils ne sont pas censés être dans les prototypes. Ils sont réservés aux modèles de série. Frank et Carmen le regardèrent fixement. Tu le savais? Demanda Carmen. Je pensais que c'était juste un autre fournisseur. Des pièces moins chères pour augmenter les marges bénéficiaires. Mais Devon s'approcha, examinant le composant. Son visage devint blême. Oh mon Dieu! C'est ce qui a causé l'accident de Jem. Jem? Demanda doucement Frank. Mon ami. Il conduisait une de nos voitures quand le moteur est tombé en panne sur l'autoroute. Il a été percuté par l'arrière par un semi-remorque. Il n'a pas survécu. Les mains de Devon tremblaient. L'enquête a conclu à un dysfonctionnement anormal. Pas de chance. Ce n'était pas de la malchance, dit Frank doucement. C'était un meurtre. Le mot flottait dans l'air comme une condamnation à mort. Devon s'affala contre l'établi, la réalité de ce à quoi il avait contribué le frappant comme un coup dur. Nous devons arrêter cela, dit-il finalement. On le fera, lui assura Frank. Mais il faut y aller intelligemment. Carmen, peux-tu accéder au système d'enregistrement des employés? Pourquoi? Je veux savoir qui a validé ces commandes de composants. Ça va au-delà de Chase. Carmen hocha la tête et se dirigea vers le bureau. Pendant son absence, Frank s'est tourné vers Devon. J'ai besoin que tu réfléchisses. As-tu remarqué autre chose d'inhabituel? D'autres parties qui te semblaient anormales? Devon réfléchit un instant. On a entendu parler de voitures qui revenaient avec des problèmes qui ne devraient pas exister. Des choses qui tombaient en panne bien avant la date prévue. Mais quiconque pose trop de questions est muté, licencié ou victime d'un coup monté. Frank ajouta sombrement, d'après mon expérience avec Reynolds, la dissimulation est toujours prête avant que le crime ne soit commis. Carmen est revenue 20 minutes plus tard, son ordinateur portable sous le bras. Tu avais raison. Les signatures sur ces ordres remontent à des années. Et devinez quel nom apparaît sur les premiers? Charles Reynolds, dit Frank sans hésitation. Je l'ai eu en un. Mais ce n'est pas tout. Chase n'a pas seulement hérité de l'entreprise, il a hérité du système. Ces signatures ont commencé à apparaître il y a environ 5 ans, juste après sa prise de fonction.
Monsieur Lindell, qui observait tranquillement, prit la parole. On dirait que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Qui es-tu exactement? Demanda Devon. Juste un vieil homme avec trop d'argent et trop de temps, répondit Lindell d'un ton énigmatique. Mais il est peut-être temps que je devienne quelqu'un de plus. Avant que quiconque puisse demander ce qu'il voulait dire, le bruit de pas qui approchait les fit tous passer à l'action. Frank a rapidement réassemblé le composant du moteur pendant que Carmen fermait son ordinateur portable et que Devon attrapait un outil au hasard pour avoir l'air occupé. Chase Reynolds entra dans la baie, ses chaussures de luxe claquant sur le béton. Son regard balaya le groupe, méfiant et froid. « Quel rassemblement » a-t-il déclaré. « Je ne savais pas que la réparation de moteurs était devenue un sport de spectateurs. » J'explique juste quelques détails techniques à Devon, dit Frank d'un ton calme. Il a un bon œil pour l'ingénierie. Le regard de Chase se tourna vers Monsieur Lindell. Et notre client est revenu parce que je me suis perdu en cherchant les toilettes, dit Lindell avec un sourire désarmant. Ses vieux yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Chase ne le croyait clairement pas mais avait des inquiétudes plus importantes. Frank, ton temps est presque écoulé. Demain, c'est la date limite. Le moteur sera prêt. Frank lui assura, il vaut mieux que ce soit le cas. Même si je dois admettre que je suis curieux de quelque chose, Chase se rapprocha, son eau de Cologne surpassant l'odeur de l'huile moteur. Mon père m'a parlé un jour d'un ingénieur qui pensait pouvoir nous surpasser, qui pensait pouvoir utiliser ses connaissances contre l'entreprise qu'il avait créée. Savez-vous ce qui lui est arrivé? Aucune idée, dit Frank d'un ton neutre. Il a tout perdu. Sa réputation, sa carrière, sa famille, tout cela parce qu'il n'acceptait pas sa place dans le monde. Le sourire de Chase était prédateur. Juste une chose à laquelle réfléchir. Après le départ de Chase, le groupe est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, Monsieur Lindell prit la parole. Ce jeune homme n'a aucune idée de ce qui l'attend. Nous non plus, fit remarquer Carmen. Nous avons des preuves, mais Chase possède les juges, la police et probablement la moitié du conseil municipal. Alors, on ne passe pas par les canaux officiels, a déclaré Frank. Du moins, pas au début. Devon, combien de voitures ont ce composant? Chaque modèle de luxe construit au cours des 3 dernières années, peut-être 20 000 unités. Et combien ont atteint le point d'échec? Difficile à dire. Peut-être quelques centaines pour l'instant, mais ça s'accélère. Frank hocha la tête d'un air sombre. Alors, on a du travail. Ce soir-là, après la fermeture du magasin, les 4 conspirateurs se sont retrouvés à l'appartement de Frank. Le petit espace était propre mais clairsemé, avec des manuels d'ingénierie alignés sur un mur et des brevets encadrés sur un autre, rappel d'une vie interrompue. Ils ont dispersé leurs preuves sur la table de la cuisine, des photographies, des documents, des analyses de composants et une liste croissante d'accidents qui n'étaient peut-être pas des accidents du tout. Il nous faut plus que ça, a déclaré Carmen. Il faut démontrer le schéma. Prouver que c'est délibéré. Frank hocha la tête et sortit un album photo usé. Il feuilleta les pages d'un jeune homme en costume recevant des prix et serrant la main de leader du secteur. Puis il s'arrêta sur une photo de lui avec une belle femme, tous deux souriant à l'objectif. Marlène, dit-il doucement. Ma femme. Elle est morte 3 ans après qu'on ait tout perdu. Elle n'avait pas les moyens de payer les soins dont elle avait besoin. La pièce devint silencieuse. Finalement, l'un d'elles prit la parole. J'ai connu Marlène. Elle a été consultante sur l'un de mes projets il y a des années. C'était une femme brillante. Frank leva les yeux, surpris. Tu la connaissais? Je sais beaucoup de choses, monsieur Hughes, notamment que vous aviez un projet révolutionnaire avant que la famille Reynolds ne vous détruise. J'attends ce moment depuis 15 ans. Quel moment? Demanda Devon. Le moment où la vérité a enfin suffisamment d'alliés pour vaincre un mensonge. Frank ferma l'album et se leva. Demain, je finirai de réparer le moteur, mais ce soir, on planifie. Il faut transmettre cette information à des personnes qui ne se laissent ni acheter ni intimider. Internet, suggéra Carmen. On pourrait créer un compte de dénonciation anonyme. C'est trop facile de discréditer, a déclaré l'un d'elles. Il nous faut quelque chose de plus spectaculaire, de plus incontestable. Comme quoi? Frank sourit pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé cette conversation. C'est comme prouver qu'un concierge peut construire un meilleur moteur que tout son département d'ingénierie réuni. Le lendemain matin,
Franck est arrivé au travail et a trouvé le chaos. Son poste de travail minutieusement conçu, dans le poste 6, avait été détruit. Ses outils étaient dispersés. Son matériel de diagnostic avait été brisé. Son précieux carnet avait disparu. Quelqu'un avait pris un pied de biche pour l'enfoncer dans son établi, laissant de profondes entailles dans la surface métallique. Que s'est-il passé? Carmen se précipita, constatant la destruction. Quelqu'un ne veut pas que je finisse, dit Franck d'un ton sombre, s'agenouillant pour ramasser un multimètre brisé. Ils deviennent désespérés. Devon apparut, le visage troublé. J'ai vu quelqu'un ici hier soir vers minuit. Je passais en voiture et j'ai vu des lumières allumées. Quand je suis venu vérifier, ils étaient déjà partis. Des images de sécurité? Demanda Carmen. Devon secoua la tête. J'ai déjà vérifié. Les caméras étaient mystérieusement hors service de 23h à 1h du matin. Avant qu'il ne puisse en discuter davantage, la voix de Chase résonna dans le garage. Franck Hugues, mon bureau maintenant. La marche jusqu'au bureau de Chase ressemblait à une marche vers la potence. Franck avait déjà vu cette pièce. Les fausses accusations, les preuves fabriquées, l'humiliation publique. L'histoire se répétait. Le bureau de Chase était un monument au succès hérité, des photos de son père avec des célébrités et des politiciens, des prix que l'entreprise avait remportés avant la naissance de Chase et un bureau massif qui semblait conçu pour que les visiteurs se sentent petits. Assieds-toi, ordonna Chase. Franck est resté debout. De quoi s'agit-il? Il s'agit de vous en train de saboter un prototype d'1 million de dollars. Chase a jeté un dossier en papier craft sur le bureau. Nous avons reçu des rapports indiquant que vous avez altéré le moteur, installé des pièces non autorisées, mettant potentiellement en péril l'ensemble de notre projet. C'est ridicule. Je répare ton moteur, je ne le sabote pas. Vraiment? Alors explique-moi ça. Chase a sorti une photo d'un composant que Franck n'avait jamais vu auparavant. Ce produit a été découvert sur votre lieu de travail hier soir. Nos ingénieurs affirment qu'il aurait pu provoquer une panne catastrophique s'il avait été installé. Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu cette partie auparavant. Bien sûr que non. Le sourire de Chase était froid. Tout comme vous n'aviez jamais vu ces documents volés il y a 15 ans. Tout comme vous ne vendiez pas de secrets commerciaux à nos concurrents. Franck sentit sa poitrine se serrer. Tu sais que c'était un mensonge. Ton père? Mon père a protégé cette entreprise d'un voleur et d'un escroc. Et maintenant, tu essaies de récidiver. Chase s'est levé. Tu es viré, Franck. Et cette fois, je porte plainte. Vol, espionnage industriel, tentative de sabotage. Tu auras de la chance si tu passes seulement les 10 prochaines années en prison. Le moteur n'est pas terminé. Nous le terminerons nous-mêmes. Maintenant, sortez avant que la sécurité ne vous expulse. Franck est sorti du bureau avec toute la dignité dont il était capable. Les autres mécaniciens évitaient son regard tandis que les agents de sécurité l'escortaient jusqu'à son casier pour récupérer ses quelques effets personnels. Seule Carmen croisa son regard, son expression était un mélange de colère et de détermination. À l'extérieur du bâtiment, Franck se tenait sur le parking, ressentant le poids du déjà-vu. Il y a 15 ans, il s'était retrouvé dans un endroit similaire et avait vu sa vie s'effondrer. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, il n'était pas seul. Son téléphone vibra. Un SMS de Carmen. Rendez-vous au restaurant le 5. 1h. Le restaurant était presque vide à 15h. Carmen et Devon étaient assis dans une cabine arrière, tous deux semblant agités. Ils avaient à peine commandé du café que Carmen glissa sa tablette sur la table. Regardez ce que j'ai trouvé dans mon email personnel. Quelqu'un a envoyé ça anonymement il y a 1h. L'écran affichait un document numérisé, demande de brevet pour un moteur V12 à haut rendement 118X. L'inventeur s'appelait Franklin Hughes. La signature en bas était celle de Charles Reynolds, accompagnée d'une note, demande refusée. Documentation insuffisante. C'est ça, dit Franck doucement. C'est mon brevet original pour le moteur qu'ils ont volé. Mais comment? Il y a plus, dit Carmen en passant au document suivant. Il a montré le même design déposé 6 mois plus tard auprès de Reynolds Autotech répertorié comme titulaire du brevet. Ils n'ont pas seulement volé ton moteur, a déclaré Devon. Ils ont volé tout ton avenir.
La question est de savoir qui a envoyé ces documents, se demanda Carmen à voix haute. Et pourquoi maintenant, ajouta Franck. Ils ont passé l'heure suivante à rassembler davantage de preuves, mais la source anonyme était restée silencieuse. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils décidèrent de se regrouper dans l'appartement de Franck pour planifier leur prochain mouvement. L'appartement de Franck semblait différent avec d'autres personnes à l'intérieur. Moins comme un tombeau de vieux rêves, plus comme un centre de commandement pour une révolution. Ils étaient en pleine discussion lorsqu'un coup à la porte les fit tous geler. Franck l'ouvrit prudemment et trouva Monsieur Lindel debout dans le couloir, tenant une mallette en cuir coûteuse. « Puis-je entrer ? Je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation franche. » Une fois à l'intérieur, Lindel posa sa mallette sur la table basse et l'ouvrit avec un clic. À l'intérieur se trouvaient des piles de documents, de photographies et ce qui ressemblait à des disques durs d'ordinateur. Il y a 15 ans, commença Lindel, j'étais prêt à investir 50 millions de dollars dans un moteur révolutionnaire. L'affaire était presque conclue lorsque, soudain, l'ingénieur à l'origine du projet fut accusé d'espionnage industriel. Mes avocats m'ont conseillé de partir. C'est ce que j'ai fait. C'est une décision que je regrette depuis. Franck le regarda fixement. Vous étiez l'investisseur, celui qui s'est retiré après le scandale. J'ai honte de dire oui, mais je n'ai jamais arrêté de regarder. Je savais que quelque chose n'allait pas dans ce qui t'était arrivé. Lindel a sorti une photo d'un Franck plus jeune serrant la main d'un autre homme. Depuis, je recueille des preuves, en attendant le bon moment. Et maintenant, c'est ce moment, demanda Carmen. C'est le moment, car ce moteur dans l'atelier n'est pas seulement une copie du design de Franck. C'est quelque chose de bien pire. Lindel a sorti un schéma technique. Vous voyez cette puce intégrée au système de contrôle ? Elle ne se contente pas de collecter les données de panne. Elle les transmet. De où ? Demanda Devon. Au serveur appartenant à une société écran aux îles Caïmans, qui appartient à une autre société écran, qui appartient au fonds d'investissement privé de Charles Reynolds. Les implications les ont tous frappés d'un coup. Ils collectent des données sur leurs propres échecs, a déclaré Carmen. Ils utilisent leurs clients comme cobayes à leur insu. Pire encore, dit Franck en étudiant le schéma, ils utilisent ces données pour concevoir des moyens encore plus efficaces de faire tomber les voitures en panne. C'est une machine à fric perpétuelle. Exactement, confirma Lindel. Et j'ai les documents financiers pour le prouver. Un coup sec interrompit leur séance de planification. Franck a ouvert la porte et a trouvé 2 policiers. Franklin Hughes, demanda l'un d'eux, oui, vous êtes en état d'arrestation pour sabotage industriel et vol de secrets commerciaux. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que les officiers menottaient Franck, Lindel s'avança. Messieurs les agents, je suis Walter Lindel. L'avocat de Monsieur Hughes vous attendra au poste. Après que Franck ait été emmené, le groupe s'est réuni à nouveau. Il faut agir vite, a déclaré Lindel. Chase va essayer d'enterrer cette affaire au plus vite. J'ai une idée, dit Carmen, les yeux brillants de détermination. Mais nous devrons pénétrer dans les serveurs de l'entreprise, dit Devon avec prudence. C'est illégal, a-t-il ajouté, une pointe d'inquiétude dans la voix. Carmen rétorqua fermement, c'est ce qu'ils font. De plus, j'ai toujours mes codes d'accès. Ce n'est pas une effraction si on a une clé. Cette nuit-là, tandis que Franck était seul en cellule de détention, Carmen et Devon retournèrent chez Reynolds Autotech. Le bâtiment était presque vide, occupé seulement par une équipe réduite d'agents de sécurité qui reconnurent Devon et ne s'inquiétèrent pas de sa présence. Les doigts de Carmen survolèrent le clavier, naviguant avec expertise à travers les multiples couches de protocoles de sécurité. Compris, murmura-t-elle avec une excitation à peine contenue. La preuve irréfutable. Elle a commencé à tout télécharger, courriels, dossiers financiers, documents de conception et données de test des puces illégales. Toutes les preuves étaient là, un dossier complet révélant des décennies de malversation de l'entreprise. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, un agent de sécurité les a interceptés. « Vous travaillez tard ?» a-t-il demandé. « J'ai juste oublié quelque chose dans mon casier », répondit Devon d'une voix douce. Le garde acquiesça et les laissa passer sans poser d'autres questions. Dehors, Carmen serrait fermement la clé USB, le poids des preuves palpables dans ses mains. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, on voit l'avocat de Franck, » dit Devon, la détermination durcissant son ton. « Et alors, on changera le monde. » Cependant,
lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement de Frank pour récupérer l'un d'elles, ils trouvèrent la porte entr'ouverte. À l'intérieur, tout avait été saccagé. La mallette de l'un d'elles avait disparu, tout comme lui. Sur la table de la cuisine, un mot glaçant les attendait, reculez ou le vieil homme mourra. Carmen s'affala sur une chaise, les idées en ébullition. Il savait. Il savait qu'on les traquait. Devon arpentait le petit appartement avec agitation. On ne peut pas reculer maintenant. Pas après tout ce qui s'est passé. Ils ont l'un d'elles, dit Carmen doucement. Et nous avons la vérité. Devon ramassa le carnet de Frank, celui qui avait disparu du garage, mais qui se trouvait maintenant dans sa voiture. Frank avait dû le cacher là, sachant que quelque chose clochait. Carmen tourna la page jusqu'à la dernière page, où l'écriture soignée de Frank révélait un ensemble complet d'instructions pour reconstruire son moteur d'origine. En bas, il avait écrit « La vérité n'a pas besoin de titre, juste de temps, de couple et de détermination. » Nous terminons ce qu'il a commencé, a déclaré Carmen avec une ferme résolution. Mais où? Devon sourit lentement. On ne peut pas retourner à l'atelier. Je connais un endroit. Mon père travaille dans un atelier d'usinage dans la zone industrielle. Il me doit une faveur. Alors qu'il traversait la ville, le téléphone de Carmen vibra avec un message provenant d'un numéro inconnu, l'un d'elles est en sécurité. Concentrez-vous sur le moteur. Il faut voir la vérité pour la croire. Un ami, demanda Devon, curieux. Je ne sais pas, admit Carmen. Mais pour l'instant, on a besoin de tous les amis possibles. À l'atelier, ils trouvèrent l'obscurité et le silence. Le père de Devon les fit entrer sans un mot, leur remettant les clés d'un simple « quoi que vous fassiez, faites en sorte que ça compte ». Entourés d'outils et de machines, Carmen et Devon ouvrirent le carnet de Frank et se mirent au travail. Il leur restait moins de 12 heures avant la comparution de Frank, un laps de temps limité pour construire un moteur capable de tout prouver. Alors que Carmen assemblait soigneusement les premiers composants, ses pensées dérivaient vers Frank assis dans sa cellule, vers l'un d'elles où qu'il soit détenu, et vers toutes les personnes conduisant des voitures propulsées sans le savoir par des bombes à retardement sous leur capot. Nous allons le faire, dit-elle à voix haute, la voix ferme. Devon hocha la tête en ajustant un outil de précision. Pour Frank, pour Jem, pour tous ceux qu'ils ont blessés. Dehors, la ville dormait, inconsciente du fait que dans un petit atelier d'usinage, deux jeunes ingénieurs fabriquaient la clé pour démanteler un empire construit sur des mensonges. Pièce par pièce, le moteur a pris forme, la vérité, méticuleusement usinée et soigneusement forgée. Pendant ce temps, dans sa cellule, Frank fixait le plafond, se rappelant les paroles de Marlène des années auparavant, la vérité finit toujours par trouver son chemin, Franklin. Parfois, il suffit de meilleurs ingénieurs. Il sourit dans l'obscurité. La vérité avait trouvé ses concepteurs. Il était temps de la laisser s'exprimer. L'entrepôt du quai 7 semblait abandonné de l'extérieur. Ses murs en tôle ondulée étaient striés de rouille et d'embrun provenant de l'océan tout proche. Carmen et Devon échangèrent des regards incertains en approchant de la porte anonyme, le moteur fraîchement construit étant arrimé à l'arrière du camion de Devon sous de lourdes bâches. « Tu es sûr que c'est le bon endroit ?» demanda Devon en vérifiant à nouveau le message critique. Carmen hocha la tête, malgré un nœud de doute dans l'estomac. L'adresse correspond. Mais qui est notre mystérieux ami? Et qu'est-il arrivé à Monsieur Lindell? Avant qu'il puisse frapper, la porte s'ouvrit brusquement. Une jeune femme en uniforme de sécurité les fit entrer rapidement. « Monsieur Diaz, Monsieur Washington, vous êtes attendu. Veuillez me suivre. » À l'intérieur élégant et moderne contrastait fortement avec l'extérieur délabré. Les sols brillants reflétaient un éclairage LED intense, et l'air bourdonnait grâce à la climatisation. Ils franchirent une série de contrôles de sécurité avant de pénétrer dans un vaste espace ouvert à couper le souffle. Des équipements de pointe étaient disposés le long des murs, imprimantes 3D, machines CNC, ordinateurs de diagnostic avancé et bancs d'essai dignes d'une installation de Formule 1. Au centre se tenait Walter Lindell, bien vivant et indemne, vêtu d'une blouse de laboratoire impeccable par-dessus son cardigan habituel. « Bonjour », la salua-t-il joyeusement, comme s'il se retrouvait pour un café. « J'espère que vous avez été productive. » Mais la note disait que tu avais été kidnappé, balbutia Carmen, luttant pour assimiler la scène. Une tromperie nécessaire, expliqua Lindell. Les hommes de Tché surveillaient chacun de leurs mouvements. Je voulais qu'ils pensent avoir un moyen de pression pendant que j'activais cette fonction.
Il fit un geste fier pour désigner l'entrepôt. Bienvenue au plan B. Je prépare cet endroit depuis 15 ans, espérant ne jamais en avoir besoin. Mais nous y voilà. Devon a fait rouler leur précieuse cargaison. Tu savais que ça arriverait? Demanda Carmen. Je m'en doutais, répondit l'un d'elles. L'avidité de la famille Reynolds n'a d'égal que sa paranoïa. Quand Frank est arrivé à leur boutique, j'ai su qu'il était temps. L'un d'elles les conduisit à une rangée d'écrans d'ordinateurs. Cet entrepôt est totalement isolé du réseau électrique, Internet par satellite privé, alimentation électrique indépendante et, surtout, intimité totale, hors de portée de Reynolds. Et Frank? Demanda Carmen avec urgence. Il est toujours en prison. Plus pour longtemps. Mon équipe juridique travaille sur sa libération sous caution en ce moment même. Mais il faut agir vite. Chase est déjà en train de relayer l'information dans les médias, un ancien employé mécontent tente de saboter. Les émissions matinales en parlent. Carmen a sorti le disque dur contenant leurs preuves numériques. Nous avons tout, les dossiers financiers, les courriels internes, la preuve des composants illégaux, le système de collecte de données. Mais qui va nous croire plutôt que Reynolds Autotech? Demanda Devon, sceptique. Ils en croiront leurs propres yeux, a déclaré l'un d'elles avec un sourire mystérieux. Il appuya sur un bouton et un écran géant descendit du plafond. Nous allons leur offrir un spectacle qu'ils ne pourront ignorer, la vérité présentée si clairement que même les meilleurs avocats de Chase ne pourront la déformer. Au cours des heures suivantes, ils élaborèrent leur stratégie. Carmen organisa les preuves numériques tandis que Devon réalisait des vidéos comparatives montrant le moteur propre de Frank et la version corrompue de Reynolds. L'un d'elles a passé des appels téléphoniques discrets à des contacts dans les médias, à des forums d'ingénierie et à des groupes de défense des consommateurs. J'ai créé un compte anonyme appelé TrueStork, annonça Carmen, les doigts survolant le clavier. Les preuves sont déjà en cours de téléchargement sur plusieurs serveurs sécurisés dans différents pays. Même s'ils en trouvent une, ils ne pourront pas toutes les arrêter. Excellent, acquiesça l'un d'elles d'un hochement de tête approbateur. Maintenant, nous devons prouver que la conception de Frank est supérieure, non seulement sur le plan éthique, mais aussi technique. La communauté des ingénieurs doit consulter les données. Ils ont passé l'après-midi à effectuer des tests complets sur le moteur de Frank, en documentant chaque mesure avec plusieurs caméras et un équipement de surveillance indépendant. Les résultats furent stupéfiants. La conception originale de Frank était 43% plus efficace, produisait 62% d'émissions en moins et affichait des projections de durabilité dépassant de plusieurs décennies celles de la version de Reynolds. Alors que le soir approchait, le téléphone de Carmen sonna avec un numéro bloqué. Frank est en liberté sous caution, annonça-t-elle après une brève conversation. Il sera là dans 20 minutes. Lorsque Frank est arrivé, escorté par l'équipe de sécurité de l'un d'elles, il s'est arrêté net à la vue de son moteur reposant sur le banc d'essai avancé. Ses mains patinées par le temps se tendirent, tremblant légèrement, pour toucher la surface métallique lisse qu'il avait conçue il y a tant d'années. « Tu l'as construit » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Nous l'avons construit » corrigea doucement Carmen. « Votre conception, nos mains, chaque spécification est exactement conforme à vos instructions. » Frank fit lentement le tour du moteur, inspectant chaque connexion, boulon et fil. Son œil exercé repéra des détails que d'autres auraient manqués, les angles précis des collecteurs d'admission, l'élégant cheminement du système de refroidissement, l'intégration harmonieuse des composants révélant une conception réfléchie plutôt qu'une volonté de réduction des coûts. « C'est parfait, dit-il finalement, les larmes aux yeux. Après toutes ces années, voir les choses en vrai, respirer la vie. C'est plus que parfait, interrompit l'un d'elles d'un ton sérieux. C'est une preuve. Demain, le monde verra ce que vous avez créé et ce qu'ils ont corrompu. Cette nuit-là, ils ont peaufiné leur stratégie de présentation. La nouvelle de l'existence du compte anonyme TrueStork se répandait rapidement sur les forums d'ingénierie et les réseaux sociaux automobiles. Les documents divulgués étaient analysés par des experts en cabinet et des ingénieurs professionnels. Regardez ça, dit Devon en montrant l'écran de son téléphone. Les gens racontent déjà des histoires de voitures Reynolds qui tombent en panne mystérieusement. Le hashtag TrueStork est tendance dans 12 pays, sourit Carmen d'un air sombre. Chase doit passer une très mauvaise soirée. À ce moment-là, son téléphone vibra, signalant un appel bloqué. Elle répondit sur haut-parleur. Monsieur Diaz, la voix de Chase était de l'acier froid enveloppé de soie. Je suis déçu, dit-il. Je te croyais plus intelligent que ça.
Assez intelligent pour déchiffrer tes mensonges, répondit-elle d'un ton neutre. Tu es en train de détruire ta carrière. Personne dans ce secteur ne t'embauchera après ce coup monté. Tu seras radioactif, intouchable. Il ne restera plus grand-chose de l'industrie une fois que les gens auront vu ce que vous avez fait, a-t-elle ajouté. Tché eut un rire dur, amer et cassant. Vous pensez pouvoir faire tomber Reynolds Autotech avec des documents falsifiés et un coup de pub? Nous avons les meilleurs avocats du marché, la meilleure équipe de relations publiques du secteur. D'ici demain après-midi, vous serez tous discrédités, considérés comme des conspirationnistes et d'anciens employés mécontents. On verra bien, dit Carmen en mettant fin à l'appel. Frank écoutait tranquillement, l'air pensif. Il a peur, observa Frank. Bien, dit l'un d'elles. La peur rend les gens négligents. L'un d'elles sortit une chemise en cuir. En parlant de peur, je l'ai reçu il y a 1 heure. Il leur a montré une demande d'injonction d'urgence. Reynolds essayait de les empêcher de divulguer davantage d'informations. Ils invoquaient des violations de secrets commerciaux, de l'espionnage industriel, etc. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Demanda Devon avec anxiété. Ils peuvent essayer, a déclaré l'un d'elles, mais mes avocats sont meilleurs. Et il est difficile de revendiquer des secrets commerciaux lorsqu'ils ont été volés. Son sourire était franc. Je me prépare pour ce jour depuis 15 ans. Ils verront que je ne me laisse pas intimider. À l'approche de minuit, ils finalisèrent leur plan. Demain matin à 9 heures précises, ils organiseraient une démonstration publique. L'un d'elles avait fait venir des ingénieurs indépendants, des journalistes réputés et même des pilotes de course professionnels. Ils présenteraient au monde 2 moteurs côte à côte, le modèle original de Frank et la version altérée de Reynolds. Repose-toi, conseilla l'un d'elles. Demain, tout changera. Mais le sommeil lui échappait. Carmen examina l'épreuve à plusieurs reprises, créant de multiples sauvegardes et recoupant chaque affirmation. Devon parcourait les réseaux sociaux, contactant des mécaniciens et diffusant l'information sur la démonstration. Frank, assis près de son moteur, effectuait des réglages microscopiques, absorbés par le travail qui lui avait été refusé pendant 15 ans. À 3 heures du matin, Carmen a reçu un autre SMS menaçant, dernière chance. Partez maintenant ou nous vous détruirons tous, vos familles, votre avenir, tout ce qui vous est cher. Elle le montra à Frank, qui sourit sinistrement. Ils m'ont menacé il y a 15 ans. Ils ont détruit ma carrière, ma réputation, et ont pris tout ce que j'avais construit. Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent le refaire? A-t-elle demandé. Frank regarda son moteur, brillant sous les lumières de l'entrepôt comme une sculpture en métal de la vérité elle-même. Pas cette fois. Cette fois, nous avons des preuves qu'ils ne peuvent effacer, des témoins qu'ils ne peuvent pas faire taire, et une histoire que le monde veut entendre. Alors que l'aube teintait le ciel de rose et d'or, les voitures commençaient à arriver à l'entrepôt. Des ingénieurs indépendants d'universités prestigieuses, des journalistes automobiles de grandes publications et même plusieurs employés de Reynolds qui soupçonnaient depuis longtemps un problème se rassemblaient. Ils ont installé des caméras, préparé des équipements de test et calibré des appareils de mesure avec une précision scientifique. À 9 heures précises, Frank s'est avancé pour s'adresser à la foule grandissante. La lumière du matin reflétait l'argent de ses cheveux et la dignité de son attitude, une dignité inébranlable qu'aucune humiliation ne pouvait effacer. Il y a 15 ans, j'ai conçu un moteur qui aurait pu révolutionner l'industrie automobile. Il était propre, performant et conçu pour durer. Ce moteur m'a été volé, corrompu, transformé en outil de profit au détriment de la sécurité, de la cupidité au détriment de l'intégrité. Il fit un geste vers les 2 moteurs exposés. Aujourd'hui, vous verrez la vérité de vos propres yeux. Ils effectuèrent les tests côte à côte, chaque mesure étant projetée sur un écran géant à la vue de tous. Le moteur de Frank ronronnait comme un chat satisfait, ses émissions étant à peine perceptibles par les appareils sensibles. Le moteur Reynolds, celui retiré du prototype de luxe, fonctionnait de manière irrégulière, ses performances étant clairement entravées par des composants illégaux conçus pour tomber en panne. Un murmure parcourut la foule lorsque les données comparatives apparurent à l'écran. La différence n'était pas seulement évidente, elle était stupéfiante. Les ingénieurs ont sorti leur calculatrice, ont vérifié les chiffres et ont secoué la tête avec incrédulité. Puis Carmen s'avança, son ordinateur portable à la main. Mais la performance n'est pas le seul problème, a-t-elle clairement annoncé. Elle a révélé les documents divulgués, preuves de sabotage délibéré, de stratagèmes de collecte de données et d'un réseau de sociétés écrans destinées à dissimuler la vérité.
Les murmures de la foule se sont transformés en indignation. Les téléphones sont sortis, les appareils photo ont flashé, les retransmissions en direct ont commencé. En quelques minutes, vérité et couple C était une tendance mondiale. Tous les grands forums automobiles ont été le théâtre de discussions animées sur ces révélations. À midi, les premiers camions de presse arrivaient. À 14 heures, l'action de Reynolds Autotech était en chute libre. À 3 heures, d'anciens employés ont commencé à raconter leurs propres histoires de dissimulation, d'intimidation et de silence forcé. Pendant tout ce temps, Frank est resté près de son moteur, répondant patiemment aux questions et expliquant sa conception à tous ceux qui voulaient l'écouter, racontant enfin son histoire à ceux qui voulaient l'entendre. Le lendemain matin, un huissier se présenta au modeste appartement de Frank. L'épaisse pile de documents juridiques lui pesait lourd entre les mains. Reynolds Autotech le poursuivait pour espionnage industriel, vol de secrets commerciaux, diffamation et une douzaine d'autres chefs d'accusation qui seraient risibles s'ils n'étaient pas si dangereux. L'ironie d'être accusé d'avoir volé ses propres créations ne lui a pas échappé. Ils essaient de nous noyer dans les frais juridiques, expliqua l'un d'elles lorsque Frank l'appela. C'est une tactique classique, tout balancer, en espérant que ça marche, et épuiser nos ressources. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà constitué une équipe juridique qui fait passer leurs avocats pour des étudiants en première année de droit. Mais Chase ne se contenta pas de bataille juridique. Cet après-midi-là, une campagne médiatique coordonnée commença. Des articles parurent simultanément dans plusieurs grands journaux, La Vérité sur Frank Hughes, une histoire de tromperie. Les articles décrivaient Frank comme un ancien employé mécontent avec un passé criminel fabriqué de toutes pièces, arrestation pour vol, fraude et espionnage industriel. Ces accusations ont été fabriquées il y a 15 ans, a déclaré Frank à Carmen et Devon lorsqu'ils se sont retrouvés à l'entrepôt. Elles font partie du coup monté initial. Elles sont restées sur mon casier judiciaire parce que je n'avais pas les moyens de les contester. Nous devons contrer ce récit, dit Carmen, arpentant la rue avec colère. Le public était de notre côté hier. Nous ne pouvons pas laisser Chase contrôler l'histoire. Son téléphone a sonné. L'appelant indiquait le docteur Elizabeth Morrison, son ancienne professeure d'ingénierie au MIT. Carmen, je viens de lire l'article sur Frank Hughes. Cet homme n'est pas un criminel. J'ai cité ses travaux inédits pendant des années dans mon cours de propulsion avancée. Ses cadres théoriques étaient révolutionnaires. Seriez-vous prêt à déclarer publiquement cela, demanda Carmen, l'espoir grandissant. Absolument. D'ailleurs, je possède encore des copies de ses articles de recherche originaux. Il les a présentés lors d'une conférence universitaire avant que Reynolds ne l'enterre. Ce sont des preuves irréfutables, horodatées et évaluées par des pairs, de ses innovations. Carmen ressentit une bouffée d'espoir. Merci, professeur. Cela signifie tout. Pendant ce temps, Devon avait une conversation difficile avec son père. Ils étaient assis dans la même cuisine où Devon avait grandi, rêvant de devenir ingénieur comme lui. Je savais que quelque chose n'allait pas à la sous-usine, admit son père, le regard perdu dans son café. Les pièces que nous fabriquions ne correspondaient pas aux spécifications. Mais quand j'ai posé des questions, mon superviseur m'a proposé une augmentation pour que je garde le silence. On avait besoin d'argent, ta mère était malade, tu commençais tes études. Ce n'est pas grave, papa, dit Devon en tendant la main par-dessus la table pour la saisir. Mais maintenant, on a une chance de faire les choses bien. Son père hocha lentement la tête, des années de culpabilité gravées sur son visage. Que attends-tu de moi? La vérité est consignée, dit Devon avec fermeté. Tout ce que vous savez sur les pièces, les dissimulations, les menaces. Ce soir-là, Chase a fait son geste le plus audacieux à ce jour. Il est apparu dans une émission d'actualité économique aux heures de grande écoute, élégant et confiant dans un costume à $2000. Ce n'est rien d'autre qu'une campagne de diffamation, a-t-il déclaré au présentateur d'un ton calme. Frank Hughes est un criminel condamné qui tente d'extorquer de l'argent à notre entreprise. Ces documents sont manifestement des faux. La démonstration du moteur était une mise en scène. Nous avons des experts qui témoigneront qu'il s'agissait d'un canular élaboré. Mais alors même qu'il parlait, quelque chose d'extraordinaire se produisait en ligne. Le compte TrueStork venait de publier une nouvelle série de documents, dont des images de vidéosurveillance datant d'il y a 15 ans, montrant Charles Reynolds s'entretenant en privé avec le juge qui présidait l'affaire initiale de Frank. L'horodatage révélait que la rencontre avait eu lieu 3 jours avant l'arrestation surprise de Frank.
des journalistes automobiles indépendants ont commencé à acquérir des véhicules Reynolds, chacun découvrant précisément les modifications illégales contre lesquelles Frank avait mis en garde. Peu après, une importante chaîne YouTube automobile, forte de millions d'abonnés, a diffusé le démontage en direct d'une berline de luxe Reynolds. Leurs caméras ont capturé chaque instant avec une précision irréprochable, révélant la puce de sabotage implantée au cœur du calculateur moteur, un dispositif secret conçu pour manipuler les performances et masquer les véritables émissions de la voiture. Profitant de l'élan, Walter Lindell mit à profit son vaste réseau pour organiser un événement très médiatisé sur le principal circuit de la ville. Ce test ne devait pas être ordinaire, le moteur révolutionnaire de Frank propulserait une voiture de sport modifiée, prête à affronter un véhicule de configuration similaire, équipé d'un moteur Reynolds, dans une série d'essais de performance destinés à révéler la vérité. Sur le circuit, Chase Reynolds affronta la presse, son calme habituel commençant à s'effriter. « C'est ridicule », s'exclama-t-il, refusant de légitimer ce qu'il qualifiait de « cirque ». Pourtant, malgré ce scepticisme, un défi audacieux a émergé. Maria Rodriguez, pilote d'essai chevronnée et fidèle à Reynolds depuis 2 décennies, s'est portée volontaire pour prendre le volant. « Je vais conduire », a-t-elle déclaré avec une détermination inébranlable. Voyons ce que ces moteurs peuvent réellement faire. La vérité mérite un test équitable. La course a rapidement mis en évidence le fossé entre innovation et tromperie. La voiture à moteur de Frank a bouclé 20 tours exténuants avec une régularité irréprochable, affichant une remarquable sobriété et émettant à peine la moindre trace de polluant. À l'inverse, la voiture de Reynolds a craqué et hésité, ne parvenant à boucler que 12 tours avant de succomber à de mystérieuses défaillances techniques, le type même de sabotage que ces composants illégaux étaient censés infliger sous contrainte. Alors que de la fumée s'échappait du compartiment moteur de la Reynolds, le public fut stupéfait par cette victoire symbolique. Maria sortit de la voiture, retira son casque et s'approcha de Frank, pleine de remords. « Je suis désolée », avoua-t-elle d'une voix suffisamment forte pour que tous les micros puissent l'entendre. « Pendant des années, je me suis dit que ces échecs étaient normaux. J'aurais dû parler. » Cette nuit-là marqua un tournant, et un faux pas tragique pour Chase. Ivre de rage après la course, il affronta Frank sur le parking. Son sang-froid fut brisé et Chase attrapa Frank par le col, tandis que les caméras captaient instantanément l'instant explosif. « Tu as tout gâché », cracha-t-il, le venin perçant dans ses paroles. « Mon père avait raison à ton sujet. Tu n'es qu'un. » Calme et inflexible, Frank répondit, « Un noir plus intelligent que toi. Un ingénieur qui a refusé de te laisser voler le travail de sa vie. Un concierge qui a nettoyé tes dégâts. » La violence s'est intensifiée lorsque le poing de Chase a frappé la mâchoire de Frank. Le coup, filmé sous plusieurs angles, est devenu instantanément viral, cumulant des millions de vues en quelques heures. Les conséquences ont été rapides et graves. Les membres du conseil d'administration ont démissionné en masse, les investisseurs ont exigé le départ immédiat de Chase, et l'action de Reynolds Autotech a chuté, enlevant des milliards de dollars à sa valorisation. À minuit, Carmen a publié son rapport définitif, un dossier complet de 100 pages détaillant chaque aspect de la fraude. Rempli de preuves tangibles, de témoignages et d'une analyse technique minutieuse, le document citait des noms, citait des dates précises et ne laissait aucune place au doute. Cette révélation a déclenché une tempête médiatique. Les médias du monde entier ont relayé le scandale, d'anciens employés ont dénoncé des complicités et des dissimulations. Les recours collectifs se sont multipliés et les agences gouvernementales ont lancé des enquêtes approfondies. Des agents fédéraux ont investi le siège de Reynolds Autotech, saisissant des ordinateurs, confisquant des documents et gelant des comptes. La SEC, le FBI et le ministère des Transports ont uni leurs forces dans une enquête de grande envergure. Pendant ce temps, Chase a été arrêté alors qu'il tentait de fuir le pays depuis un aérodrome privé. Les images de son arrestation, filmées alors qu'il fulminait contre les complots et la trahison, sont devenues un symbole indélébile de la corruption d'entreprise. Dans les jours qui ont suivi, la vérité a éclaté, Reynolds Autotech avait installé des composants illégaux dans plus de 300 000 véhicules. L'entreprise avait collecté les données de millions de clients, volé des brevets, détruit des carrières et probablement provoqué des centaines d'accidents. Frank fut enfin disculpé. Ses anciennes accusations furent effacées, et les communautés d'ingénieurs qui le boudaient autrefois se boudèrent pour l'entendre. Les offres affluèrent de Tesla, BMW, Toyota ou des entreprises désireuses de s'allier à l'homme qui avait révélé la plus grande fraude automobile de l'histoire. Pourtant, lorsque des investisseurs éthiques ont approché Carmen au sujet du lancement d'un nouveau type d'entreprise d'innovation automobile,
elle a posé une condition claire, Frank Hughes est mon ingénieur en chef. Cette bataille avait créé des alliés inattendus. Le père de Devon témoigna publiquement des fortes pressions exercées pour garder le silence sur les pièces défectueuses, ce qui déclencha des enquêtes sur de nombreux sous-traitants. Ensemble, père et fils fondèrent une association à but non lucratif pour protéger les lanceurs d'alerte dans l'ensemble du secteur. Walter Lindell annonça la création du Centre d'innovation en ingénierie Marlène Hughes, nommé en hommage à la défunte épouse de Frank, qui croyait que le véritable génie s'épanouissait grâce à l'éducation, et non à la simple reconnaissance. Le centre promettait ressources, équipements et protection aux inventeurs menacés de silence. Frank revisita une dernière fois le siège social de Reynolds, aujourd'hui abandonné, non pas en signe de triomphe, mais dans un profond recueillement. Il arpenta les couloirs où il avait autrefois été le concierge invisible, les yeux rivés sur une pancarte faite main, c'est ici que la vérité a commencé. Dehors, Carmen et Devon attendaient, prêts à avancer. Prêt, demanda-t-elle. Prêt, répondit Frank, son regard s'attardant sur le bâtiment qui avait été à la fois prison et champ de bataille. Ensemble, ils partirent, déterminés à construire quelque chose de mieux. Après des années à nettoyer les dégâts à la serpillière, Frank avait enfin maîtrisé l'outil le plus puissant de tous, la vérité. Et la vérité, comme le savent les ingénieurs, possède un pouvoir de levier exceptionnel.